Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un appareil très intéressant, le Minolta CLE, qui fonctionne en monture M, un appareil télémétrique ultra compact, et il y a de belles choses à en dire, et d'autres un petit peu moins bonnes. On se retrouve sur la table. Donc, le Minolta CLE. Alors, on va aborder plusieurs aspects, son utilisation, comment il fonctionne, ses avantages, ses inconvénients, quelques petits conseils que je peux vous donner après des années d'utilisation, qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'en acheter un, ou si vous en avez récupéré un chez un parent ou quelque chose comme ça, et puis on va faire un petit peu le tour de ce bébé. Bon, on va commencer par un petit tour du propriétaire. Alors, en façade, qu'est-ce qu'on a? On a ici le logo, le patch du télémètre. Ici, on a le puits de lumière qui va servir à éclairer le patch du télémètre et ici éclairer les lignes de focale d'aide à la composition qui vont vous dire voilà où est votre 28 mm, votre 40 et votre 90. Ici, on a le bouton de désarmement de la baïonnette pour pouvoir extraire l'objectif qu'on va venir aligner avec un point rouge, peut venir verrouiller avec 10 degrés de rotation horaire. Ici, on a une petite LED qui va nous servir à deux choses. Elle va nous servir en clignotant pendant 10 secondes au retardateur, le self-timer, et ici, avec ce petit bouton, le BC pour battery check, qui va nous permettre, je sais pas si ça se voit bien, si ça se voit, qui va nous permettre de venir vérifier si la batterie en fait a tout simplement du jus. Et ensuite, ici, on a un petit interrupteur avec un loquet, donc la partie grise, va falloir la pousser dans cette direction, pour la déverrouiller, parce que là c'est bloqué, je vais venir donc la pousser. Si je vais en haut après, je suis en self-timer. Si je me mets au milieu, je suis en off, et si je vais en bas, je suis en on, tout simplement. Au-dessus, on a ici le marquage du modèle, la prise jack avec la synchro flash qui est au 60e de seconde, ici le numéro de série. Ici, ça c'est un petit cache sous lequel va venir se cacher une petite vis, mais on va pas en avoir besoin. Ça va être quand on enlève la plaque, si ensuite on veut redémonter toutes ces connectiques là, il va falloir venir enlever ça. Ici, on a notre roue de sélection de vitesse, avec un système de blocage avec cette petite pin du mode automatique. Là, je ne peux plus tourner. Il va falloir que je vienne faire une petite pression, et en même temps, venir bouger. On va pouvoir aller du coup en mode automatique, priorité diaphragme de moins 2 EV à plus 2 EV. Avec le blocage au milieu. Puis ensuite, toutes les vitesses en manuel. Ici, on a le déclencheur qui est tactile. En fait, les deux parties argentées sont des connecteurs. Lorsqu'on va venir apposer le doigt, on crée un contact entre ces deux-là à travers notre peau, ce qui va allumer à l'intérieur du viseur les petites LED et en fait le mettre sous tension. On a ici, par cette petite fenêtre, la petite fenêtre des ISO. Donc on va venir attraper, saisir et tirer vers le haut. Puis ensuite, on va pouvoir librement faire une rotation. On commence à 25 ISO et on finit, me semble-t-il, mais je dois vérifier, à 1600, voilà, à 1600 ISO. Ce qui est un petit peu problématique. Alors, 25 ISO, c'est pas mal, même si c'est vrai qu'il y a quelques très rares pellicules qu'on va venir shooter à 12 ISO, mais après, on peut traficoter un peu manuellement, surtout avec la compensation d'exposition. Par contre 1600 ISO, pas monté à 3002, il faut avouer que c'est un petit peu ennuyeux. Moi qui shoot pas mal par exemple en Delta 3002, ça m'emmerde. Je suis obligé de toujours faire un calcul manuel, c'est une péloche que j'utilise souvent. Du coup en fait je la shoot de moins en moins avec ce boîtier. Donc là c'est vrai que c'est un petit peu regrettable, on aurait préféré un 12 3002, surtout dans les années 80, sachant qu'il y avait des boîtiers comme le X300, X370, X700, etc. qui avaient la latitude de 12 à 3002, qui sont sortis avec la même plateforme interne électronique. Donc bon, un peu dommage. Bref, levier d'armement ici. Hop. Et ici, on a notre compteur de vue. Voilà. On a un rideau, un obturateur en rideau. Vous voyez, hop. Avec son réflecteur, en fait, on a la cellule qui est à l'intérieur. Voilà. Plutôt très silencieux. On l'entend, mais au-delà d'1,50 m, on n'entend plus. Hein. Pour être honnête, il a un bruit sublime, enfin, c'est vraiment de la ASMR ce bordel, c'est vraiment un plaisir. On a un viseur qui est ultra lumineux avec du coup, comme je le disais, une
des lignes de focale à 28, 40 et 90 mm. On a ici notre petit rappel d'ASA, ainsi que c'est une fiche pour glisser notre dos de péloche pour savoir ce qu'on a à l'intérieur. En dessous, on a le battery check, le compartiment à piles, 2 piles LR44, ça vaut une misère. Ici, c'est le débridage du rembobinage, on appuie dessus pour débrider la péloche, puis ensuite on va pouvoir la tourner. Ici, on a la manivelle qui est du coup cerclée, donc on va devoir venir lever ceci, tirer légèrement, puis créer une rotation pendant qu'on tire anti-horaire pour venir, si je vais y arriver, alors ça c'est un peu chiant à faire, alors horaire pardon, dans le sens de la flèche pour venir libérer l'ouverture du dos. À l'intérieur, pas de grand chose à dire, c'est un système d'armement assez traditionnel où on vient mettre le film pincé en inversion, on vient bloquer dans la petite dentition qui est là le deuxième ou troisième trou en fonction de la profondeur à laquelle on arrive à enfiler la pellicule, puis ensuite on vient armer ici, on fait un tour, on déclenche, ça suffit largement et on ferme. Certains vont faire 2 tours par sécurité, je comprends. Si vous avez suffisamment enfoncé profondément dans le grill au début et que vous avez bien vérifié, vous pouvez faire une seule rotation. Personnellement, j'arrive à faire 39 clichés par pellicule, clichés intégraux. J'en ai un 40e qui est coupé en 2, vous savez, mi-blanc, mi-noir. 39 clichés au prix de la pellicule, en tout cas couleur. Moi je suis en noir et blanc, donc c'est un peu moins le cas, mais la pellicule couleur est en train de s'enflammer. Donc c'est vrai que gratter 3 prises par film, c'est absolument pas ridicule. Voire 4, si des fois on aime bien avoir ce cut de la première photo. Donc on a fait le tour un petit peu et la présentation de cet appareil. Allez, c'est parti. Alors avant tout, qu'est-ce que c'est que le Minolta CLE? Le Minolta CLE, c'est un appareil qui a été fait en collaboration avec Minolta et avec Leica. CLE, c'est pour caméra Leica électronique. Donc c'est Minolta caméra Leica électronique. Sur les dates, je suis pas tout à fait sûr, mais on n'est pas très loin, à peu près dans les années 70, donc me semble-t-il que c'est en 72, il y a eu une collaboration d'échange de technologie entre Minolta et Leica qui a amené à la construction d'un modèle qui s'appelle le Leica CL, qui est une version un petit peu assez proche du CLE, mais avec plus de parties mécaniques, beaucoup plus compactes, et un écart également sur le viseur du télémètre qui est plus réduite. Et c'est un boîtier extrêmement compact, qui est super d'ailleurs. Le CL en boîtier de voyage, en boîtier quotidien, c'est incroyable de par sa compacité. Donc voilà pour la petite histoire. Donc ça c'est sorti un peu après cette collaboration. Lorsque Leica s'est retiré, Minolta a continué parce qu'en fait le CL faisait trop d'ombre au modèle M de chez Leica car il était moins cher, tout aussi performant, plus compact, et en fait il plaisait à bien plus de monde, là où Leica allait amener un produit plus professionnel, et apprécié en tout cas plutôt par les professionnels. Donc à la suite de ça, Minolta nous sort le CLE, qui est une amélioration, on va dire, du CL, et qui est une véritable merveille. Alors on va aborder, première chose, je vais vous dire les pour et les contre, très rapidement. On va faire un passage comme ça, puis ensuite je vais vous montrer l'appareil, tout ce qu'il y en a dessus, à quoi ça sert, etc. Alors, primo, les avantages qu'on va avoir sur un Minolta CLE, comme vous pouvez le voir, c'est un boîtier qui est incroyablement petit par rapport à une main. Vous voyez, quand on le manipule, c'est super compact. Il est un peu lourd, mais ça va. Tout se manipule à une main, sans aucun problème. Voilà, toc, on peut changer sa vitesse. On peut déclencher. C'est un boîtier qui a un système de priorité au diaphragme, de priorité à l'ouverture, où on va venir sélectionner sa vitesse sur l'objectif, et il va faire le calcul tout seul. On a également une compensation de +2 à -2 EV en mode automatique, ce qui est hyper pratique. On a l'incroyable chance d'avoir du coup les montures M qui vont permettre d'accueillir donc des optiques Leica ainsi que bien d'autres marques en monture M. Alors on en reviendra un petit peu après sur les optiques, j'ai pas mal de choses à dire sur les optiques Leica et pas que des bonnes. Et je vais m'attirer la foudre de tous les puristes à la con, mais j'en ai plus ou moins rien à foutre. Donc
L'avantage d'avoir accès à une gamme d'optiques qui est hyper intéressante, c'est les montures M, une hypercompacité, un système télémétrique, une priorité à l'ouverture, une grande légèreté, une grande versatilité, un boîtier incroyablement solide. C'est un boîtier du coup qui est sorti en 1980, donc on commence à avoir, on a 44 ans de retour d'utilisation sur ce boîtier. C'est un boîtier incroyablement endurant. La plupart donc l'équivalent qu'on peut trouver à celui-là, ça va être le Leica M7, donc qui est un Leica M6 avec une priorité diaphragme, le M7. Et ben le M7, il s'avère que c'est un boîtier qui tombe relativement souvent en panne, pour un Leica en tout cas, alors que ce CLE, eh bien ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, on a quelquefois un transistor qui crame, qui se trouvait facilement à l'époque. Ça c'est un des avantages, c'est que les boîtiers qui commencent à dépasser les 30 ou 40 ans d'existence, ça va être difficile de trouver des pièces. Encore plus difficile, c'est son prix aujourd'hui. Un Minolta CLE sans optique, c'est minimum 450 €. Celui-là, j'ai pu l'acheter à l'époque avec 3 optiques Leica, alors des optiques blindées de champignons, hein, vraiment mortes, mais je l'ai chopé à 150 €. Avec l'explosion de la mode de l'argentique, on a des prix qui explosent et qui deviennent franchement ridicules. On se retrouve aujourd'hui avec un boîtier qui se touche au plus bas à 450 €, 400 € pour des versions un petit peu endommagées, esthétiquement parlant. Alors à 400 €, 450 €, 500 €, ça reste une très grosse somme, mais c'est ce que ça vaut. Honnêtement, mettre 500 balles dans un boîtier comme ça, c'est un boîtier que vous allez garder des années, que vous allez énormément utiliser. Franchement, si vous pouvez vous le permettre, ça va encore. Au-delà, ne le faites pas. Ne le faites pas. Parce que s'il tombe en panne, vous n'avez plus de pièces. Et vous êtes dans la merde. Et vous avez perdu beaucoup d'argent. Il va falloir en racheter un autre pour en extraire les pièces et le mettre là-dedans. Donc, 400 balles, oui. Au-dessus, absolument pas. On passe son chemin et on insulte le vendeur, évidemment, poliment. C'est une blague, bien sûr. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a une cellule qui est ultra précise. On a une cellule qui est incroyablement précise. Donc, qui fonctionne. C'est du TTL, donc c'est à travers l'objectif. Vous allez avoir ici un petit panneau avec des points déposés de manière aléatoire qui crée un gris neutre 50%. Vous avez en bas ici un petit miroir qui va calculer en fait la lumière qui rebondit sur ce miroir à travers l'objectif. Donc ça c'est super intéressant parce que ça veut dire que si on vient installer un filtre, eh bien ça a un impact direct sur la lumière. C'est-à-dire que le mode automatique continue d'être tout à fait utilisable avec un filtre. Et ça, franchement, c'est super. Franchement, on a l'une des cellules les plus précises que j'ai trouvées sur un appareil, photographique argentique de ces époques-là. On a en fait de 1 millième de seconde à 125e de seconde une majorité de calculs sur le fond du rideau. Plus on va, donc c'est progressif, hein, plus on va aller sur des vitesses lentes, plus progressivement le calcul va se faire directement sur le film. Il va calculer la lumière qui va arriver directement sur le film et à la fin, je crois que c'est à une demi-seconde où on est à 100% de lecture incidente sur le film. Ça veut dire que à une demi-seconde, vous pouvez avoir une lumière changeante qui évolue radicalement et par exemple, je sais pas, une voiture qui passe, quoi qu'il arrive, vous aurez une exposition moyenne qui se sera adaptée. Et ça, je trouve ça incroyable. Je n'ai jamais, même en conditions de lumière très difficiles, sauf évidemment de nuit, hein, mais en conditions de lumière très difficiles, je n'ai jamais, en mode automatique, en mode priorité ouverture, eu un raté d'exposition. Ça ne m'est jamais arrivé. Je pense avoir sorti plus de, je sais pas, peut-être une centaine, peut-être un peu moins, 80 pellicules sur ce boîtier. Les seules pellicules où il y a eu des problèmes d'exposition, c'était ma faute en manuel, ou à cause d'une surcompensation, ou parce que je mettais un filtre rouge sur mon objectif qui était trop foncé, avec des conditions de luminosité trop difficiles, qui simulaient en fait finalement une quantité de lumière qui arrivait dans la cellule, qui était proche de la nuit, et donc là, évidemment, on arrive à l'échec avec souvent quelque chose d'un petit peu sous-exposé, parce que la lumière rouge est un petit peu bâtard sur les cellules. Mais c'est avec des filtres rouge foncé, et non rouge clair, que ça m'est arrivé, et dans des conditions de lumière un petit peu difficiles. Donc là, c'est vraiment lui en demander trop
d'arriver à réussir dans ces cas-là, sachant qu'aujourd'hui, même un boîtier numérique comme celui qui est en train de filmer là, ne serait pas capable de faire aussi bien que cette cellule avec un filtre aussi foncé dans les mêmes conditions que lumière. Donc très franchement, on s'en fout un peu. Donc ça, c'est vraiment un avantage exceptionnel, la compacité. Comme je l'ai dit, un viseur tellement clair, tellement visible, tellement lisible, c'est une merveille. Je sais que je vais donner beaucoup de choses positives, ne vous inquiétez pas, il a quand même quelques petits défauts. Le viseur, c'est vraiment incroyable. La lumière qu'on a dans le patch de mise au point est super nette, super sharp. Alors sur le mien, il y avait un petit peu de champignons, donc j'ai dû démonter la carcasse supérieure et la nettoyer. Mais une fois que c'était fait, c'est vraiment top. On a un self-timer, on a le système de rembobinage qui, comme vous voyez, n'est pas affleurant. On a une sorte de plaque circulaire autour qui empêche le frottement ou le contact avec ça. Donc en plus de le protéger esthétiquement, ça évite que ça tourne, comme sur beaucoup de boîtiers où c'est dessus, avec le pouce ou dans la poche, et que ça mette le film en tension, ou qu'il se déplace très légèrement et qu'on ait soit des photos trop espacées, soit des fois des photos qui se marchent un petit peu dessus, en plus d'avoir un système auto-bloquant. Un petit bouton de batterie check, quand on appuie dessus, ça s'allume, il y a encore des piles. Ça, c'est un autre avantage super, c'est qu'il fonctionne avec deux LR44. Putain, la LR44, ça vaut rien. Ça se trouve dans n'importe quel supermarché, épicerie ou quoi. Il y en a partout. Ça vaut 1,50€ les 4 en moyenne. Il en faut 2. Et là, par exemple, je les ai changés il y a 6 mois. J'ai dû faire une quinzaine de péloches, je pense, ces 6 derniers mois avec celui-là. Quoique non, j'ai shooté avec le Nikon. Peut-être une dizaine de péloches. Donc on parle d'à peu près 360 prises de vue, un petit peu plus parce qu'on va parler d'un autre sujet vous allez voir qui est pas mal. Et il y a encore de la batterie. Donc voilà, 6 mois, une dizaine de films, 360 prises, il y en a encore, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a une prise déportée due à la structure. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je suis pas hyper fan parce que ça crée un peu plus de tremblement vu qu'on appuie sur le côté quand on met des objectifs un peu costauds. Celui-là encore, ça va, il est léger. Si on met un 90 mm f2, f2.8 un peu lourd, on a des fois, si on a un trépied un petit peu faiblard, on peut avoir un petit peu de balancier plutôt que d'avoir quelque chose de parfaitement équilibré. Bon, voilà, ça arrive. Dès qu'on a un trépied costaud, le problème ne se pose plus. On a un retardataire, je ne sais pas si je l'ai dit, ainsi qu'un bouton off. En fait, ici, on va pouvoir venir, en poussant ici, déverrouiller le bouton, et on va pouvoir aller le glisser sur self-timer en haut, sur off, sur la petite flèche, et sur on en bas. Pour être honnête, moi, je ne l'ai jamais mis sur off, de toute ma vie. Parce que la pile ne se vide pas en fait quand on ne l'utilise pas, donc je vois pas trop l'intérêt de le faire, mais bon, peut-être qu'on peut doubler encore sa durée de vie. Donc ça c'était pour les points positifs. Maintenant on va aborder 2-3 petites choses qui sont assez dommages. Alors la première, comme on l'a dit, c'est son prix. On est à un boîtier qui commence à devenir extrêmement dur à trouver en dessous des 500€. Voire impossible, en tout cas dans des états corrects et parfaitement fonctionnels. J'en ai même vu passer à plus de 1500€, là c'est du vol, c'est ridicule, et on ne débattra pas dessus. Ensuite on a un autre petit désavantage, comme vous pouvez le voir ici, il y a cette zone-là. Alors c'est pas un choc, c'est moi qui l'ai taillé, pour une raison très simple, on a notre patch de télémétrie qui est presque pile au-dessus de notre boîtier, de notre objectif. Du coup, on se retrouve avec la plupart des abat-jours un peu costauds à ne pas avoir notre patch. Donc j'ai dû limer un petit peu ici pour avoir mon patch qui n'est pas gêné lors de la mise au point. Évidemment, avec des low profile, des pare-soleil low profile, on n'aura pas ce problème. On a également un patch télémétrique qui est assez proche de l'organe de visée, contrairement à celui d'un Leica qui serait à peu près au niveau de la distance ici. Ça veut dire deux choses. D'abord, ça veut dire une mise au point certes plus rapide, mais ça veut également dire une mise au point moins précise
à courte distance ou à grande ouverture. Il va falloir être beaucoup plus exigeant sur sa mise au point qu'avec un télémètre qui sera plus large. Plus l'espace entre votre organe de visée et votre patch télémétrique est large, plus vous avez de précision dans votre zone de mise au point, dans votre zone focale. Plus c'est serré, moins c'est précis. Donc il va falloir vraiment pas hésiter à matcher l'image absolument parfaitement pour avoir une mise au point nickel. Ou sur un Leica, on pouvait se permettre, ou n'importe quel boîtier télémétrique avec un patch un peu plus éloigné, une mise au point qui est un tout petit peu décalée parce que en fait, on est tellement derrière, il y a tellement plus de courses que ce n'est franchement pas grave. Donc ça demande juste un tout petit effort supplémentaire qui ne m'a jamais dérangé, mais il faut le savoir. Et là, on va en venir au point le plus mauvais. Lorsque vous êtes en automatique, il vous indique dans l'organe de visée à quelle vitesse il va shooter. Ça va vous permettre de savoir si vous êtes en surex ou en sous-ex et d'adapter votre diaphragme pour faire fluctuer un peu la vitesse. Le problème, c'est que lorsque vous êtes en manuel, la cellule ne vous informe plus de la vitesse à adopter. C'est comme si vous étiez en full mécanique sans cellule. Vous n'avez aucune info. Donc très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on vient regarder, on choisit notre diaph, il nous dit c'est temps, et ensuite, on y va. C'est totalement aberrant. C'est totalement aberrant. Moi, je m'en fous parce que j'ai tellement l'habitude que je choisis très vite ma vitesse par habitude, parce que j'utilise toujours un peu les mêmes ISO dans mes pellicules, donc je commence à développer des automatismes, mais au début, je ne vais pas vous mentir que c'était plutôt compliqué. En même temps, il y a une réalité, c'est que quand je prends ce petit bébé, je shoot 99% du temps, sauf lorsque je fais de la photo en basse lumière ou en conditions très difficiles, en priorité ouverture, où je viens simplement choisir ma compensation d'exposition parce que je ne vois pas l'intérêt de me faire chier à aller chercher manuellement mon truc et à perdre du temps, alors que j'ai juste à le laisser faire en choisissant si je veux sous-ex ou surex un petit peu pour exposer plutôt mes hautes lumières ou mes basses lumières. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des avantages et des désavantages de ce petit boîtier. On va parler très rapidement d'une dernière chose. On va parler de la monture M. La monture M, c'est une monture que j'adore pour énormément de raisons. D'abord, on a accès à des objectifs extrêmement lumineux, mais extrêmement compacts. Voilà, là, ici, on a un 40 mm f1.4. Je ne sais pas si vous réalisez la compacité qu'a ce kit avec un objectif qui ouvre à 1.4. L'avantage de n'avoir absolument rien à part une bague de mise au point et une bague de diaphragme, ça crée des optiques qui sont d'une compacité insolente. Et ça, moi, j'adore. Finalement, une fois qu'on a pris le coup de main, c'est très rapide. On vient faire nos réglages là, pim pim, la mise au point est quasiment aussi rapide qu'une mise au point en autofocus, jusqu'à des boîtiers des années 2000-2010 où il y avait un peu de pompage, et en fait franchement on est plus rapide à la main une fois qu'on a pris la main qu'avec notre autofocus qui fait où nous on a déjà fait la mise au point depuis un moment à la main. Sur les trucs ultra modernes avec les EVF qui suivent les visages, les yeux, etc., c'est instantané, évidemment personne ne peut rivaliser, mais en même temps quand on fait de l'argentique on photographie à un rythme un petit peu différent dans la plupart des cas, donc ça n'est absolument pas un problème. Il faut compter à peu près 1 seconde et demie quand on est débutant pour faire la mise au point, 1 seconde quand on l'a pris en main, et à la fin c'est 0,5 secondes. On a également le système d'hyperfocale qui fait qu'on ne fait même plus la mise au point quand on est en pleine lumière, car on va venir par exemple se mettre à f8 ou f11, venir mettre son hyperfocale, ça je vous laisse vous renseigner sur ce qu'est l'hyperfocale, on va pas en parler ici, et en fait vous n'avez même plus à toucher à votre mise au point, vous allez shooter uniquement à la visée. Si vous êtes en automatique, il n'y a plus qu'à, ça va s'utiliser comme un point and shoot, avec évidemment le contrôle sur la compensation d'exposition et le diaphragme que vous allez mettre en amont pour avoir vraiment l'exposition que vous souhaitez. Donc pour moi, il y a difficilement plus rapide que le télémétrique quand on l'a pris en main à nouveau. Donc pour en revenir aux montures M,
Ce qu'il faut savoir sur déjà ce boîtier, sa monture et ensuite la monture M d'abord, on a à l'intérieur du viseur 3 focales qui vont permettre, 3 cadres qui vont nous permettre d'afficher 3 focales. On a le 28 mm, on a le 40 mm et on a le 90 mm. Alors 28 mm c'est super, c'est ultra versatile, c'est assez large sans être délirant et déformant. Le 90 mm qui est l'une de mes focales préférées, enfin tout ce qui se situe entre 75 et 100 mm, moi je suis extrêmement fan. C'est une focale que j'adore, c'est assez compact, on a des 90 mm f2.8 qui sont très peu chers, que ce soit chez Leica, Voigtlander ou Zeiss. Pas Zeiss, ils sont assez chers. Et au milieu par contre on a cette focale un peu bâtarde qui est le 40 mm. Alors moi c'est une focale que j'adore, mais le problème, c'est pas vraiment que c'est pas du 50, le problème c'est qu'il y a très peu de 40 mm en monture M sur le marché. De tête, d'ailleurs je n'en connais que 2. Il y a celui qui est sorti avec ce boîtier, qui est le M Record 40 mm f2.8, ou f2, j'ai un petit doute, f2 je crois, qui est une merveille, mais qui, gros problème, a une maladie chronique de champignons, et il est terriblement difficile d'en trouver un qui n'est pas bouffé par les champignons. Du coup, on peut se projeter sur une alternative qui est chez Voigtlander, qui est une marque que j'adore, qui fait pas que des bonnes choses. De toute façon, il n'y a aucun fabricant qui ne fait que des bonnes choses. Mais qui a 3 optiques en 40 mm. Il a un 40 mm f1.1, me semble-t-il, à vérifier. Ce 40 mm est 1.4, il y a un 40 mm f1.2 que je déconseille, qui est la même version que celui-là, mais franchement à 1.2 il n'est pas exploitable, et de toute façon les trop grandes ouvertures sur des télémètres serrés sont déconseillées, car le misfocus est beaucoup trop probable. À 1.4, quand on est précis et patient, il n'y a aucun problème. Même si on va favoriser de shooter plutôt à f2, s'il y avait eu un 40 mm f2, je l'aurais acheté. En plus, il aurait été sûrement bien plus compact et avec un meilleur piqué du coup dès sa plus grande ouverture, sans avoir la frustration d'un 1.4 d'avoir un piqué légèrement soft, surtout sur les coins. Ça, c'est un autre sujet. C'est un objectif qui se trouve à 350 €, celui-ci. En tout cas, moi, je l'ai trouvé à 350 €. Son full price tourne autour des 420-450 €, si ça n'a pas changé. C'est certes une grosse somme, mais ce sont des boîtiers où on va très souvent avoir un maximum de 2 objectifs. Certaines personnes en ont 3, mais beaucoup de gens n'en ont qu'un, et la plupart du temps on en a 2. Par exemple un 28, un 90, ou un 40, un 90, ou un 28, un 40, fin de débat. Il est très peu utile d'avoir plus quand on va sur du télémètre, c'est qu'on veut de la compacité, c'est qu'on veut de la praticité, c'est qu'on veut de la rapidité, donc on va pas s'encombrer avec un parc optique dans son sac photo qui est insupportable. En général, on a une petite besace, 2 petits objectifs assez différents pour répondre à des situations très différentes, et fin de débat. Et la plupart du temps même, on en met un dessus, et c'est un boîtier, un optique, fin de débat. Donc le 40 mm, pas facile à trouver. Heureusement, il y a des alternatives en neuf qui sont super. Ce 40 mm là est incroyable. Il existe en simple revêtement ou multi-revêtement, donc simple coating ou multi-coating. Le simple coating a des contrastes plus doux, et le multi-coating a des contrastes plus marqués. Donc ça va uniquement dépendre de votre photographie. Si vous avez tendance à faire du tirage argentique à la maison avec agrandisseur, etc., et que vous préférez ensuite, après coup, ajouter un peu de contraste, mais que vous préférez qu'à la base il n'y en ait pas trop pour avoir le choix de le laisser à faible contraste ou de l'augmenter ensuite avec des filtres rouges au moment du tirage, vous avez accès au simple coating. Pour le noir et blanc, ça sera parfait. Pour la couleur, le simple coating va avoir un problème d'aberration chromatique. Le multi-coating a moins d'aberration chromatique, donc il va plutôt être favorisé pour la couleur en général. Moi, je l'utilise en noir et blanc 99% du temps. Mais moi, donc voilà, on va l'utiliser en couleur, mais c'est vrai que, bon après c'est un choix personnel, moi je shoot à fort contraste. J'utilise des péloches qui de base ont un contraste assez élevé, que j'aime bien la plupart du temps réexacerbé. Donc voilà, mais ça c'est une question de parti pris personnel.
On va faire une toute petite parenthèse sur les optiques Leica, parce que les gens qui vont acheter un boîtier comme celui-ci, de toute façon, vont s'intéresser à la monture M. Je vais vous résumer ça très simplement. Les optiques Leica, globalement, sont très bonnes, mais pas toutes. Il faut faire très attention. Il y a certaines optiques Leica qui sont médiocres. C'est une réalité. Que ce soit dans les 35, dans les 50, dans les 28 ou dans les 90 mm, même dans les 135, bon il y en a assez peu, il y a des optiques médiocres. Quand je dis médiocre, je veux dire, franchement, à ce prix-là, c'est un non. C'est un non. Avoir du Leica à tout prix, c'est une aberration. Il y a des optiques Leica qui sont exceptionnelles, mais quoi qu'il arrive, pour de l'argentique, on va pas parler de capteurs numériques ultra modernes, pour de l'argentique, franchement, aujourd'hui, entre Voigtlander, qui aussi a de très mauvais modèles, mais Voigtlander, Zeiss, qui propose des optiques 2 à 3 fois, voire 4 fois moins chères, tout aussi performantes, si ce n'est plus pour certains modèles. On va prendre un exemple très haut de gamme de Voigtlander. Le 35, le 50 et le 90 mm aposcopar, donc APO c'est pour apochromatique, c'est le tout haut de gamme, c'est ce qu'il y a de mieux chez Voigtlander. Le piqué est aberrant de performance, c'est presque un peu trop. On n'a aucune aberration chromatique, c'est l'avantage des apochromatiques, des traitements apochromatiques. On est à 1000 € pour le plus cher, en neuf quand il est sorti. Un équivalent chez Leica, c'est entre 5 et 8000 €. Pour un 50 mm apochromatique Leica, vous pouvez avoir un appareil photo ultra haut de gamme et 3 optiques ultra haut de gamme, plus performantes encore que... Ah bon, là, je vais me faire insulter, mais il y a une réalité, je suis désolé, les aposcopars de chez Voigtlander sont plus performants que les APO, Summicron et Summilux de chez Leica. Désolé pour à peine un 5e, voire un 6e du prix. Donc pour un objectif Leica, on peut avoir un parc optique total plus un boîtier très haut de gamme, que ce soit de la marque Minolta ou de la marque Leica, en allant sur un Leica M2, M3, M5. Et le M5, il est détesté parce qu'il est moche, mais il faut admettre que c'est un boîtier exceptionnel, donc c'est à prendre en considération. Certes un petit peu gros, mais ça reste un excellent boîtier. M6 après c'est beaucoup trop cher, la mode est en train de faire exploser les prix, donc on va éviter le M6, parce qu'il y a un moment où il faut savoir être logique. Mais on va avoir d'excellents optiques qu'un excellent boîtier. Bon, parenthèse terminée, Leica trop cher, quelques rares optiques à un prix tout à fait honnête par rapport à leur qualité, mais si vous voulez un bon piqué, peu d'aberrations chromatiques, de jolies couleurs, une compacité et une grande ouverture, vous avez tout ça chez Zeiss, vous avez tout ça chez Voigtlander, et aujourd'hui on a des marques, alors là je vais faire grincer des dents, mais des marques comme TT Artisan et Seven Artisan, certes ce sont des marques où la plupart des optiques sont mauvaises, mais ils ont quelques perles qui sont peut-être trop peu performantes pour un capteur moderne de 40-60 mégapixels, mais qui pour de la pellicule, qui est beaucoup moins exigeante, sont absolument parfaits, voire même overkill, alors qu'ils ne coûtent que entre 50 et 350 €. Pour des fois des ouvertures incroyables comme f0.95. Il y a un 50 mm chez TT Artisan, qui pour de la pellicule est franchement incroyable. Totalement désuet pour du numérique car pas assez performant, mais totalement incroyable pour de la pellicule. Donc il y a un moment où il faut mettre les pieds sur terre, acheter de l'optique Leica à 2000 balles pour faire du film si vous n'êtes pas professionnel, si vous n'allez pas faire des tirages en 2 mètres par 5, franchement, ça n'a aucun intérêt. Et de toute façon, si vous voulez faire des tirages en 2 mètres par 5, vous shootez au moyen format. Donc voilà, la raison, l'équilibre, ça sert à rien de faire n'importe quoi. Après, si vous êtes pété de thunes, ça c'est vous qui voyez. Vous avez le droit évidemment de vous faire plaisir. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur ce boîtier? On n'a pas grand chose à savoir de plus. Moi, c'est un boîtier que je vais recommander pour les gens qui vont faire de la photographie, par exemple, de rue ou de voyage, qui
qui bougent beaucoup et qui vont pas forcément prendre le temps d'aller faire du réglage manuel, de sortir une sonde de patati, de patata. Des gens qui veulent aller saisir des instants. Moi, je fais beaucoup de photos de rue, c'est un boîtier qui est ultra adapté. Je suis toujours en mode automatisme sur la vitesse. Je ne vais que venir régler ma compensation d'exposition. Je gère ma profondeur de champ, mon ouverture de diaphragme, ma mise au point, fin de débat. Il est excellent sur sa mesure. Comme j'ai déjà dit, je n'ai jamais eu un seul raté à cause de lui, sauf avec des filtres rouges très foncés en lumière sombre. C'est quand même des conditions à nouveau trop compliquées. Voilà, que dire, c'est vrai que la synchro flash à 1/60e, c'est un peu dommage. En même temps, à l'époque, c'est vrai qu'il y en avait quelques-uns à 125e et très peu à 250, mais bon, c'est la moyenne pour l'époque. Bon, moi j'ai beaucoup shooté au flash, au 60e, franchement, ça le fait. C'est sûr que ça va pas être un boîtier studio, mais ça le fait. On a également, ça c'est pour moi ultra important, une entrée pour un déclencheur souple à vis. Donc ça, vous savez, avec la petite seringue câblée là. Ça c'est super, en plus elle n'est pas dépassante, elle est discrète, elle est sur le côté. C'est un boîtier qui est assez solide, qui a une forme assez rigolote, hein, comme vous pouvez le voir, parfaitement plat. Ensuite on a un angle assez obtus ici, puis un arrondi tout doux, puis à nouveau une ligne droite. Ce qui fait qu'en main il est vraiment délicieux à l'appréhension. Il y a pas mal d'accessoires qui vont avec, qui coûtent beaucoup trop cher pour ce que c'est. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Si vous en trouvez un en état correct, pas d'état cosmétique, hein, je parle, voilà, la qualité des verres, la qualité, est-ce qu'il y a est-ce que tout est fonctionnel, est-ce que il a été vérifié au niveau des vitesses, est-ce qu'il n'est pas rayé au niveau des vitres, est-ce qu'il n'y a pas des champignons à l'intérieur, etc., etc. Si vous en trouvez un entre en dessous de 500 €, franchement, il les vaut. Ça reste une somme énorme, j'en conviens, mais il les vaut. C'est un boîtier exceptionnel. Ça a été pendant très longtemps mon seul boîtier d'ailleurs, et il faisait tout ce dont je lui demandais. J'ai depuis une petite collection, voilà, parce que c'est des caprices, hein, mais c'est totalement superflu. Et ça reste celui que j'utilise le plus. Pour être honnête, voilà, il va falloir éviter de l'acheter au-dessus de 500-550 €, parce que, comme je vous le disais, s'il tombe en rade, alors c'est extrêmement fiable, et plutôt solide, mais s'il tombe en rade, vous allez avoir des problèmes lourds pour trouver de la pièce. Surtout si c'est de la pièce électronique qui tombe en panne. Au niveau mécanique, ça se trouve. Au niveau électronique, vous allez devoir en racheter un autre. S'il tombe en panne dans 10 ans, remettre dans 10 ans les prix auront évolué, on verra. Mais remettre 500 balles pour le faire réparer, ça fait chier, mais en 10 ans c'est jouable. Ça fait 50 balles par an. C'est une sorte d'abonnement à 50 balles par an. 50 balles par an, c'est jouable. Si vous mettez aujourd'hui 1500 €, parce qu'on le voit des fois passer à ce prix-là, dedans, et qui tombe en rade dans pas longtemps, là, vous allez avoir du mal à remettre 500 € dedans, pour trouver de la pièce. Donc faut faire attention à ça, faut le savoir, c'est des boîtiers où il n'y a plus de pièces détachées au niveau électronique. Donc il y a des astuces, il y a des magouilles, on peut toujours trouver des petits génies, mais c'est pas si simple. Voilà. Pour la photo de rue, c'est probablement l'un des meilleurs boîtiers auxquels j'ai jamais eu affaire. Il a cet énorme désavantage de ne plus avoir d'indication lorsqu'on est en manuel. Quand on regarde dedans, on ne sait pas si on est en surex ou en sous-ex. C'est une aberration, c'est absolument stupide. Et si vous shootez tout le temps en manuel, parce que vous êtes un puriste à la con et que pour vous le A c'est signe de faiblesse, eh bien tant pis pour vous. Et vous passez à côté de beaucoup de choses, mais par contre du coup c'est un boîtier où il va falloir avoir une connaissance de ces réglages ou une utilisation de la Sunny 16, de la règle Sunny 16 absolument parfaite, parce qu'on n'a plus d'infos, on y va tout au jugé, chose que j'affectionne. J'ai des boîtiers qui sont 100% mécaniques où je vais chercher ça, mais c'est vrai que quand on va sur un boîtier des années 80 avec de l'électronique, on va en général chercher des aides à l'exposition via la cellule, et du coup des petites LED qui vont nous indiquer si on est en surex ou en sous-ex.
Donc c'est vraiment un boîtier que je vais recommander si vous êtes adepte, et je recommande d'utiliser le mode priorité ouverture. Vous allez gagner un temps fou pour la photo de rue si vous n'êtes pas en hyperfocal et que vous utilisez une ouverture assez élevée. Sinon, c'est vrai que je ne le recommande pas. Forcément pareil, hein, ne pas oublier que c'est du coup du 40 mm sur la focale centrale, ce qui n'est pas hyper facile à trouver, mais ça existe. Le 28 et le 90 sont quant à eux, très populaires et il y a beaucoup d'options. Voilà pour le Minolta CLE. Si vous avez des questions, alors j'ai pas fait le tour complet, j'ai beaucoup parlé, je me suis pas mal éloigné du truc des fois. Mais si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, ça me ferait une joie d'y répondre. Sur ce, faites des photos argentiques, numériques, on s'en fout. N'écoutez pas les gens lorsqu'ils vous disent des bêtises ou qu'ils ont l'air trop convaincus d'eux-mêmes et ne m'écoutez pas non plus. Moi je l'aime, si vous ne l'aimez pas, vous avez probablement raison. Oula, c'est mal cadré, c'est pas très grave. Je vous dis juste, à la fin, je vais vous mettre quelques photos réalisées donc avec ce kit, Voigtlander Nupton 40 mm f1.4 et Minolta CLE. Donc il y aura de la HP5 à 400 et à 1600 ISO, avec et sans filtre rouge. Il y aura de la Rollei RPX 400, Agfa APX 100 et Ilford Panef 50 Plus et comment ça s'appelle, Ortho 80 Plus de chez Ilford. Voilà, donc c'est un panel un peu varié, ça vous permettra de faire une idée assez grossière. Vous allez voir qu'au niveau de l'exposition, elles sont toutes parfaites, la plupart ont été prises en mode priorité ouverture. Voilà.